Bonsoir à tous et merci de suivre Dialogue Citoyen, votre émission sur la télévision de Burkina. Ce soir donc, nous parlons du secteur des transports. En 2015, le président Kaboré s'était engagé à élaborer ce qu'il a appelé un plan de circulation dans Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, la limitation des postes de contrôle sur les corridors, la réduction du coût de transport. 3 ans et demi après, où en sommes-nous? Qui d'autre que le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine pour répondre à toutes ces questions? Monsieur Vincent Dabulgou est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. Mais retenez que Dialogue Citoyen est organisé en partenariat donc, par la RTB, en partenariat avec Diaconia Water Aids. Et la CODEL, c'est une émission qui a pour objectif de donner la parole aux citoyens pour jouer le journaliste d'un soir et donc de demander des comptes aux gouvernants. Et ce soir, nous allons aborder avec vous, monsieur le ministre, 2 points essentiels. La question de la mobilité urbaine, rurale et la sécurité routière. Ensuite, nous allons aborder le développement du transport communautaire, aérien et ferroviaire. Le principe est simple. Des citoyens que nous avons invités sur ce plateau vont passer à tour de rôle pour vous poser des questions. Et entre-temps, il y aura des appels au téléphone et des questions sur la plateforme Présumet, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Donc. Et après cela, le public qui est là va intervenir pour nous dire si vos réponses l'ont convaincu tout au long de cette émission. Alors l'émission dure 90 minutes. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03 pour participer à cette émission donc. Mais avant que la technique ne s'installe et permettre l'interaction avec les téléspectateurs, nous aurons quelques préoccupations à échanger avec vous, monsieur le ministre. La semaine dernière seulement, il y a eu ce qu'on peut appeler le 3e mouvement d'humeur des transporteurs routiers. En août 2017, il y a eu le premier mouvement, lié d'ailleurs à un engagement du président qui avait dit qu'il allait limiter justement les postes de contrôle et supprimer ce qu'on appelle les tracasseries. En 2017, les chauffeurs routiers se sont manifestés parce que ces tracasseries existent. En août 2018, 2e mouvement d'humeur et la semaine dernière, 3e mouvement d'humeur. Est-ce que finalement, monsieur le ministre, ces mouvements à répétition ne résument pas ce que d'aucuns appellent un peu cette gouvernance molle qui ne résout pas les problèmes à fond? Votre réaction? Merci beaucoup. Je voudrais que vous me permettez quand même de saluer cette émission. C'est une mission qui, de mon point de vue, participe en tout cas au développement de notre culture de redevabilité en tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur public. Et je pense que c'est véritablement au fil donc d'émission en émission, en tout cas par votre action, vous participez donc en tout cas à la démocratisation donc, de l'action publique dans notre pays. Alors pour revenir à votre question, je voudrais dire que les mouvements que nous enregistrons au niveau du secteur des transports, c'est dû surtout au dynamisme du secteur. Et les acteurs sont nombreux, mais en réalité, les 2 derniers mouvements que nous avons connus, c'est lié à la gestion du fret. Je voudrais rappeler tout simplement que, vous voyez, nous sommes un pays enclavé, nous sommes à 1000-1500 km donc, du littoral, donc de la mer, et nous approvisionnons en grande partie par donc, la voie terrestre et aussi par le chemin de fer. Sur ce secteur-là de l'approvisionnement, les Burkinabés sont dynamiques. Et nous avons 35 000 camions. Donc vous voyez, 35 000 camions, ça veut dire que vous avez 35 000 chauffeurs aussi. Mais ces 35 000 camions sont générés, sont achetés par ce qu'on appelle donc les transporteurs. C'est un peu les chargeurs, c'est un peu les propriétaires, c'est un peu le vrai privé, ceux qui ont l'argent. Ils emploient avec eux 35 000 chauffeurs pour pouvoir approvisionner le pays. Donc vraiment ce qui se passe, c'est qu'arrivé au port, on est arrivé à une situation où le fret que nous avions, c'est-à-dire l'ensemble des marchandises de notre pays est devenu plus petit que le nombre de camions que nous avions, 35 000 camions. Donc il y a une bagarre, entre guillemets, entre tous ceux qui veulent transporter ce fret généré au niveau des ports.
Mais au niveau des ports, c'est 2/3 seulement que les Burkinabés peuvent transporter. Le troisième tiers, ça c'est laissé au pays d'accueil. Si on est au port d'Abidjan, ce sont les transporteurs d'Abidjan. Si on est au port de Lomé, ce sont les transporteurs de Lomé qui doivent apposer dans le pays. Ce sont des conventions arrêtées entre nos pays. Alors ce qui se fait, c'est que nous avons 18 chauffeurs, non, 18 associations qui sont organisées autour de ce qu'on appelle l'OTRAF. Et aussi donc l'organisation fêtière des chauffeurs qui est l'UCRV. Alors entre ces deux structures-là, il y a une dualité, une influence. Parce que dans le milieu des chauffeurs, vous avez des chauffeurs aussi qui sont non seulement chauffeurs, mais aussi qui sont de manière sourdine des transporteurs. Oui, mais la question qu'on vous pose, monsieur le ministre, c'est comment se fait-il justement qu'une crise interne, on va dire même corporatiste, peut arriver à bloquer le fonctionnement d'un pays? Est-ce que quelque part, justement, on revient pas à la question je voudrais vous signaler que justement c'est cette dualité, parce que les chauffeurs, à un moment donné, quand ils voient qu'au niveau du port, lorsqu'on fait sortir les marchandises, c'est en réalité avec donc l'OTRAF qu'on va distribuer ce qu'on appelle les bons de chargement. Et dans cette distribution de bons de chargement, comme ils sont très nombreux, il peut y avoir donc non-transparence, il peut y avoir donc inéquité, il peut y avoir inégalité. Surtout que parmi eux, il y a souvent aussi des gens qui ont des chauffeurs, qui sont des chauffeurs et qui ont des mauvais camions. Donc on a tendance à donner à ceux qui ont beaucoup plus de camions en bonne santé, capables de pouvoir approvisionner vite le pays. Ça crée des mésententes et ça crée aussi des conflits d'intérêts. En fait, c'est les conflits d'intérêts qui font que l'Union des chauffeurs n'est jamais d'accord avec l'organisation des transporteurs routiers. Eux, ils disent aussi qu'ils sont propriétaires des camions et qu'ils ont la possibilité donc de pouvoir donc distribuer donc les choses en fonction donc de la santé des camions, aussi du nombre de camions que les uns et les autres ont. Alors c'est cette dualité-là qui fait qu'il y a des conflits. Alors, ce conflit-là, pour pouvoir régler, lorsque nous avons eu la première crise, nous avons dit, bien, écoutez, là, comme vous êtes 18 associations, on va créer une fêtière qui va être l'interlocuteur valable de l'État, mais aussi l'interlocuteur des pays voisins dans lesquels les ports se trouvent. Parce qu'avoir 18 associations de transporteurs, c'est difficile à gérer. C'est ce que nous avons tenté de faire tout dernièrement, en essayant de mettre en route tout un processus totalement participatif, mais aussi totalement démocratique, pour que véritablement l'ensemble des associations, des mouvements associatifs qui sont reconnus comme des transporteurs, que nous puissions mettre en place une seule fêtière. Alors il se trouve qu'à un moment donné, dans cette fêtière-là, il y a le président qui s'est illustré donc comme étant un grand transporteur, le nommé Méga, et lui, aujourd'hui, les chauffeurs routiers pensent que lui là, il ne fait pas leur affaire, parce que si c'est lui qui est devant, et il pense que, en tout cas, cette distribution dont je parle, cette équité et cette transparence dans la gestion du fret généré par notre pays ne va pas véritablement être bien gérée. Alors, mais vous avez des organisations de transporteurs qui doivent être autonomes dans leur organisation, et aussi des organisations de chauffeurs qui, en tout cas, une organisation de chauffeurs qui doit aussi, elle aussi, en tant qu'organisation des chauffeurs, être totalement autonome dans son processus d'autonomie, mais aussi dans son processus, en tout cas, de travail entre donc les ports et donc le pays. Donc c'est cette dualité-là. Mais je pense que, pour vous dire, nous sommes en train de les rencontrer. J'ai rencontré moi-même les chauffeurs, d'abord les transporteurs, l'OTRAF et la nouvelle fêtière qui va naître, pour montrer à peu près comment le gouvernement ne peut pas accepter que, parce que nous sommes un pays qui a besoin d'être approvisionné, nous avons besoin d'organiser et les chauffeurs et les chauffeurs, mais nous voulons qu'il y ait une transparence, mais nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit à succès, parce que tout simplement les deux fêtières donc, du système donc, de transport dans notre pays ne s'entendent pas. Et je pense que les gens sont en train de comprendre, le processus est en train de rentrer dans l'ordre. Mais ce que je vais dire... Il n'y a plus de blocage. Non, ils sont en train de s'entendre. Mais ce n'est pas les tracasseries des policiers qui font qu'ils ne s'entendent pas. Le vrai problème, c'est la gestion du fait de notre pays au niveau des ports. Et ça, c'est un problème sérieux qui se retrouve un peu partout. Lorsque vous retrouvez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un port, c'est véritablement un problème d'intérêt, c'est des groupements d'influence, il y a des coxeurs, il y a des intermédiaires, et dans ça là, il faut arriver à trouver, en tout cas, un processus qui permette de pouvoir gérer efficacement le fret, l'ensemble des marchandises, pour que chaque transporteur qui a un camion puisse savoir que son tour est arrivé, je vais pouvoir
embarquer et pouvoir avoir donc ma marchandise et y aller. Et ça, ce n'est pas facile à faire. Nous avons un exemple au Ghana qui marche très bien et c'est ce que nous voulions en tout cas dupliquer sur l'ensemble des ports donc, qui desservent notre pays. Alors, deuxième point que nous allons aborder ce soir, c'est la question de l'efficacité de la circulation dans Ouagadougou et dans Bobo-Dioulasso, mais prenons le cas de Ouaga. Le président s'est engagé donc à faciliter la circulation, mais aujourd'hui encore, il est très difficile de prendre l'avenue Bassawarga à 7 heures et de se rendre au service. On ne parle même pas des alentours de Rodwoko, où on ne sait plus où se stationner, alors que c'était un engagement. Alors comment expliquez-vous que jusque-là, il n'y ait pas un plan qui puisse permettre de fluidifier cette circulation aujourd'hui? Non, vous savez, ça dépasse le cadre d'un plan. C'est un engagement du président parce que le président s'est engagé à faire en sorte que le transport urbain dans notre pays, surtout dans les grandes villes, soit d'abord durable, efficace, efficient et en tout cas qui permette de pouvoir diminuer aussi la pollution. Mais faisons un diagnostic. Regardons voir comment la situation, à Ouagadougou, comment la situation se fait. D'abord, vous avez le fait que, du point de vue de l'urbanisation de la ville, la centralité de Ouagadougou est trop forte. C'est-à-dire que tout le monde vient au centre le matin et tout le monde fuit le centre le soir. C'est-à-dire que la circulation est radiale, donc centrifuge vers le centre et centripète donc le soir. Ça, c'est d'abord un véritable problème. Il faut, si on veut avoir des solutions à long terme, diminuer la centralité, c'est-à-dire permettre de pouvoir faire en sorte que certains services urbains, certains services à grand public soient déconcentrés dans certains arrondissements. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, regardons un peu la pluralité, les modes de déplacement. Vous avez les 2 roues qui font à peu près 80 à 85%. Vous avez les 4 roues qui font à peu près entre 15 et 20%. Et après, maintenant, viennent donc les piétons. Mais imaginons, on a maintenant les tricycles maintenant. Et aussi, on a continué à avoir des ânes qui circulent, les charrettes ici qui circulent dans notre pays. Donc, les modes de déplacement sont complexes. Et regardez un peu comment se trouvent les chaussées. Parce que nous aussi, nous avons continué à construire les routes comme si nous ignorions ceux qui sont en 2 roues. Et regarde le nombre de pistes cyclables que nous sommes en train de faire. Donc c'est une problématique sérieuse. C'est pour ça que dans la mise en œuvre du programme du président, nous avons dit que nous devons faire 4 choses. Premièrement, nous devons développer le transport en commun. Et pour développer le transport en commun, nous avons... C'est ce qui se fait ou bien c'est ce que vous projetez? Non, nous avons commencé à faire. Parce que si vous prenez par exemple Sotraco, aujourd'hui nous avons augmenté le nombre de bus à 42 bus. Quand il y a 2 ans, il n'y avait pas plus de 10 bus. C'est vrai que dans le cadre donc, du programme scolaire, nous en avons... Oui, mais à quoi sert 30 bus ou 50 bus? Non, mais je suis en train de dire le programme que nous avons démarré. Parce que, vous savez, le transport urbain, c'est un processus où il faut d'abord éduquer même les gens. Ce n'est pas parce que vous avez des bus que les gens vont prendre le bus. Les gens à Ouagadougou, que ce soit le Burkina Faso, le taux de mobilité est très élevé. Chacun de vous là a un taux de mobilité de 3,5 déplacements par jour et par personne. Ça veut dire qu'on se déplace au moins 3 fois et demi. Un déplacement, c'est un aller-retour, c'est-à-dire aller chez toi et repartir. Ça fait 3,5. Le taux de mobilité est très élevé. Et les Burkinabés aiment la moto. C'est parce qu'ils ont un taux de mobilité très élevé. Donc c'est une question d'abord d'éducation pour qu'on change nos mentalités. Et après vient la question logistique. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de rentrer dans un processus où à Ouagadougou, Sotraco va monter en croisière. À Bobo a déjà 20 bus va monter en croisière. Moi-même, je suis allé lancer le processus. À Koudougou, nous avons 10 bus qui ont démarré. Dans les villes universitaires comme Didougou, Fada ou Ouéguia, il y aura encore 10 bus, 18 qui vont démarrer. Mais ça, c'est la première phase du projet du président Roch-Marc Christian-Kabou. Le deuxième projet, c'est le grand projet de mobilité dans le Grand Ouaga. Alors là, c'est un grand projet. Parce que lorsque nous avions écrit le PNDS, et à Paris, il y a des bailleurs de fonds qui se sont inscrits pour ce projet-là. Et c'est un grand projet qui va nous permettre non seulement d'avoir des bus à l'heure, c'est-à-dire avec une vitesse qui puisse permettre aux gens de pouvoir avoir le courage de prendre le bus parce que le bus sera rapide. Et nous allons avoir des couloirs de bus dans ce pays-là pour pouvoir arriver. Il y a jusqu'à 200 bus qui sont prévus et nous avons un réseau qu'on appelle le réseau BRT à grande vitesse pour nous permettre de pouvoir, sur l'ensemble des grands axes qui amènent les gens vers le centre-ville, que ce réseau-là soit sur site propre,
de manière à pouvoir accélérer son processus. Alors ce projet est conduit par le ministère, donc le gouvernement, et en partenariat avec la ville de Ouagadougou. Et si vous voyez le maire de Ouagadougou, chaque jour que Dieu fait, il appelle pour demander où nous en sommes avec ce projet. C'est un projet qui a pris du temps parce que nous voulons mettre en place un processus où la Banque mondiale va s'occuper donc du réseau qu'on appelle le BRT, donc les voies rapides, parce que c'est un réseau primaire très fort qui va permettre de pouvoir, si vous voulez, annoncer de manière précoce le futur métro ou bien le futur réseau de trains rapides dans notre pays. Donc c'est un vrai projet que nous sommes en train de construire et la Banque mondiale va rentrer dans le projet et va nous permettre, je pense, au cours de l'année, de pouvoir, en tout cas, annoncer des couleurs sur ce grand projet. Mais ce n'est pas ça que ça. Nous allons inviter M. Léopold Kaboré, qui est avec nous, à rejoindre cette table. Il va échanger avec vous tout à l'heure sur le premier point que nous allons aborder ce soir, la question de la mobilité urbaine, rurale, et sécurité routière. Je précise que M. Léopold Kaboré fait partie d'un réseau de journalistes pour la sécurité routière. Bonsoir. Oui, bonsoir, Simon Congo. Vous avez 10 minutes pour échanger avec le ministre. Alors, Monsieur le ministre, comme vous étiez sur le sujet de la mobilité urbaine, le citoyen et nous nous posons parfois la question, quel est le niveau de collaboration qui existe entre votre ministère et le ministère des Infrastructures? Parce que les beaux projets que vous évoquez tout à l'heure, dans la matérialisation, notamment sur les questions de construction de voies, on ne sent pas que ces questions-là sont prévues. Je ne sais pas, est-ce que parfois dans l'esprit de votre collaboration, ils sont au courant des grands projets dont vous voulez mettre en œuvre? Non, ils sont au courant, parce que vous savez, d'abord, le ministère des Infrastructures est à l'ingénierie de la construction de la route. Mais pour construire une route, il faut qu'on sache qui doit passer. C'est-à-dire quand vous voulez, par exemple, prenons le désenclavement de notre pays, par exemple, l'ensemble de ce qu'on appelle les routes nationales. Sur ces routes nationales, nous devons savoir l'achat des véhicules qui passent. Il y a ce qu'on appelle le comptage des véhicules, et ça, c'est notre ministère qui s'occupe de cela. Pour dire au ministère des Transports et au ministère des Infrastructures, la route que vous devez construire, il faut savoir que par minute, le nombre de camions qui passent par minute sur cette voie-là est de temps. Et que ces camions-là sont chargés d'une capacité, donc d'une masse de temps de marchandises. Et ça permet de pouvoir dimensionner la route pour pouvoir faire. Mais en même temps, dans une zone urbaine, lorsqu'on doit faire la route, on doit pouvoir savoir aussi comment la route doit être conçue. S'il y a une voie primaire, une voie secondaire, une voie tertiaire, de manière à pouvoir permettre de pouvoir faire la route pour les gens qui doivent l'emprunter. Et ça, c'est le ministère des Transports qui donne les données. Mais ce qu'il y a comme insuffisant, c'est que parfois, nous avons des barres de fond. Vous avez beau dire, par exemple, que vous voulez une route qui puisse permettre, par exemple, aux deux roues d'être à l'aise pour pouvoir circuler, parce que nous voulons donc une piste cyclable de 2,50 m ou de 3 mètres. Parfois, vous trouvez avec donc un profil en travers très large qui ne permet pas aux barres de fond de pouvoir dire non, si c'est comme ça, le coût va augmenter. Donc, on est obligé, en tant que pays en développement, de faire en sorte que, si vous voyez, on a des emprises très grandes et vous voyez que la chaussée est très petite. C'est parce qu'on le veut. C'est parce que tout simplement le financement n'a pas suffi pour pouvoir prendre en compte le profil en long qui a été tracé par le ministère des Transports en direction du ministère des Infrastructures pour construire. Donc, véritablement, je veux dire qu'il y a une collaboration. C'est une collaboration qu'il faut améliorer pour que nous puissions être sûrs que nous avons des profils en route faits pour nous-mêmes et qu'on puisse contraindre les barres de fond à exécuter la route que nous voulons. Par exemple, dire que bon, si c'est cette route-là, nous voulons que les gens qui sont en deux roues soient à l'aise et que la partie piste cyclable soit suffisamment large pour pouvoir les prendre en compte. Si vous ne voulez pas la route-là, en ce moment, nous aussi, on ne veut pas notre financement. Nous ne sommes pas encore arrivés à cela. Mais je pense que nous devons pouvoir arriver à le dire. C'est pour ça que nous voulons adopter des profils types pour les routes à Ouagadougou et élaboré par le ministère des Transports et envoyé au ministère des Infrastructures pour dire, si vous voulez faire une route à Ouagadougou, sachez qu'il y aura nécessairement une piste cyclable de telle dimension, une zone piétonne pour les piétons de temps, et que ce soit maintenant une double voie pour, par exemple, les 4 roues. De manière à ce que ce soit très clair. Et en ce moment, si le ministère des Transports et des Infrastructures le prend, il va dire que c'était un décret. En tout cas, c'est acté par le gouvernement, et un bailleur de fonds est obligé de prendre ça en compte. Comme ça, on n'aura plus des routes qui sont faites pour faire plaisir à un bailleur de fonds, mais des routes qui sont faites plutôt pour nous-mêmes en tant qu'usagers, qui prennent en compte le fait que 80% des personnes se déplacent en 2 roues, et que bon, etc. etc. D'accord, monsieur le ministre, un autre aspect, c'est la question de, ça se voit aujourd'hui, l'augmentation des bus au niveau de la Sotraco, mais en même temps,
qu'en parlant de mobilité urbaine, on souhaite que les usagers, dans un court temps, puissent emprunter ces bus. On ne sent pas des actions allant dans le sens de la limitation de l'importation des motos, alors que pendant tout le temps, on se dit, bon, les gens doivent commencer à emprunter le transport en commun. Oui. Comment on peut expliquer ça? Donc, demandez-moi d'abord la capacité de remplissage des bus. Parce que si aujourd'hui, on lance un processus pour limiter, donc, par exemple, l'importation des véhicules ou des engins 2 roues, alors que nous n'avons que, comme je dis, 40 bus, on n'est pas cohérent. Mais j'ai dit, dans le cas du grand projet qui va venir, nous avons 200 bus qui vont circuler avec un réseau en site propre. Donc ça veut dire que la vitesse va être commerciale, va être bonne, et que vous aurez peut-être 10 à 15 minutes d'attente, quel que soit l'endroit où vous positionnez. Et que ce bus-là est capable de vous déposer sur votre, au moins sur votre allée au niveau secondaire, parce que normalement les concessions sont au niveau tertiaire. Vous savez que les gens veulent on les dépose juste à leur porte. En général, les bus ne peuvent pas faire ça. Mais nous allons le faire jusqu'au niveau secondaire pour permettre aux gens de pouvoir faire peut-être 100 mètres, 300 mètres ou peut-être même 20 mètres pour pouvoir rentrer dans leur concession. Mais quand on va arriver à ce stade-là, avec des vitesses commerciales acceptables pour vous, qui avez la mobilité très élevée, parce que les citoyens de Ouagadougou ou de partout, ils ont un taux de mobilité très, très élevé. C'est pour ça qu'on aime d'ailleurs la moto. Alors sur ce point-là, je peux vous assurer que nous allons pouvoir entreprendre des mesures incitatives pour diminuer l'importation des engins à 2 roues dans notre pays. Ok, parlons maintenant de la question de l'incivisme routier. Notamment le président du FASO dans son programme avait promis la fermeté dans le cadre de la lutte contre cet incivisme routier-là. Et cela s'est même traduit dans l'appellation de votre ministère. La question de la sécurité routière, mobilité urbaine, s'est ajoutée à la question des transports. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire à la population l'état des lieux de l'incivisme routier? Est-ce que selon vous, est-ce que ça a évolué, et si ça a évolué, dans quel sens? Ouais. Je dois dire que institutionnellement, je pense que c'est en regardant la façon dont les déplacements se font dans nos villes, quand on voit l'insécurité routière, quand on voit aussi la volonté de Burkinabé d'aller toujours à plusieurs modes de déplacement, quand on voit aussi notre enclavement, le président Roch a dit qu'il va créer le ministère des Transports, la mobilité pour pouvoir développer et la sécurité routière. Je crois que c'est un enjeu qui a été bien cerné par le président du FASO. Et sur ce point, nous devons en tout cas être reconnaissants par rapport à cette vision-là. Maintenant, entre la vision et l'action, ce n'est pas facile. Parce que les acteurs sont nombreux dans le domaine de la sécurité routière. Parce que nous composons avec la police. En tant que ministère, nous ne sommes pas encore suffisamment autonomes. Au niveau des municipalités, une part de nos attributions sont au niveau des municipalités. C'est-à-dire que pour pouvoir faire la sécurité routière, la route vous parle. Il faut des panneaux de signalisation. D'abord, panneaux verticaux et au sol. Par exemple, pour les piétons. Pour pouvoir engager la sécurité, il faut aussi des plans de circulation. Ce qu'on appelle donc des schémas de déplacement dans une ville, qui permet de pouvoir dire que ça c'est un sens unique, ça aussi c'est donc un sens interdit, pour pouvoir engager une certaine fluidité de la circulation dans une direction, de manière à pouvoir accompagner et pour qu'il n'y ait pas beaucoup de conflits dans la circulation. Ce sont des domaines qui sont encore partagés. C'est pour ça que pour pouvoir résoudre cette question-là, nous sommes en train de pouvoir prendre un décret. Parce que d'abord nous avons pris un décret pour dire que les poids lourds ne doivent plus rentrer à des heures, et nous sommes en train de pouvoir l'appliquer pour diminuer la charge des voies secondaires et tertiaires. Parce que vous savez, les poids lourds qui sont chargés, ils veulent déporter jusqu'à la boutique. Il y a un gros camion qui veut décharger jusqu'à la boutique de celui qui est propriétaire. Alors que cette boutique-là est dans une zone tertiaire, c'est-à-dire sur une voie tertiaire. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de vouloir travailler par un décret qui a été déjà pris, et nous travaillons déjà avec le maire de Ouagadougou et le maire de Bobo pour que justement ce décret-là puisse s'appliquer. Il vous reste 3 minutes. Ok, donc rapidement, dans au sein de votre ministère, vous avez un bras opérationnel qui doit lutter contre ces questions de l'incivisme routier, notamment l'ONASER, qui lors de son opérationnalisation dans les années 2010, alors il était annoncé aux populations qu'avec l'ONASER, tous les problèmes allaient finir. Mais aujourd'hui, on ne sent pas trop. Oui, c'est vrai. L'ONASER, parce qu'il y a le règlement 14 qui occupe une part de notre personnel. Ça, c'est une charge qu'on nous a donnée de manière supplémentaire au niveau de l'UEMOA. Mais l'ONASER a engagé beaucoup de sensibilisation. Sensibilisation par, en tout cas, les mouvements associés qui sont nombreux. Sensibilisation sur le terrain. Et nous avons aussi des équipements qui sont en train d'arriver. Mais je peux vous assurer que nous allons passer à la deuxième phase. Parce que nous pensons que si c'est la sensibilisation pendant 10 ans, nous avons sensibilisé. Dans les écoles, dans les lycées,
au niveau des grands forums. Il n'y a pas une seule manifestation dans ce pays qui a eu lieu sans que l'ONASER ne soit venu pour parler de la sécurité routière. Maintenant, il faut passer à une deuxième phase, la répression et la sensibilisation, en même temps que la satisfaction. Okay. C'est pour ça que cette deuxième phase-là, je pense qu'au niveau du gouvernement, les gens sont en train de presser pour que nous puissions engager cette deuxième phase-là. Parce que nous devons changer, nous devons être citoyens, nous devons être des gens qui aiment la réglementation, qui aiment aussi le code de la route, qui respectent donc l'autre dans la circulation. Il faut que nous puissions circuler en paix et dans une certaine forme de cohésion, mais aussi de convivialité. Et ça, si vous circulez, vous savez qu'on a des efforts à faire. Et je pense que c'est un appel que je lance moi-même en tant que ministre du Transport et de la sécurité routière pour que les gens comprennent ce message-là. Parce que c'est inacceptable. Le nombre d'accidents que nous avions par jour et qui nous empêche de pouvoir aller vers la durabilité de nos systèmes de transport est énorme. Et c'est inacceptable. Monsieur le ministre, nous sommes un peu pris par le temps. La dernière question, on va parler un peu de la stèle de Boromo. Ouais. Alors, en 2009, il était annoncé qu'une clôture allait encadrer un peu les tombes des victimes. Jusqu'à aujourd'hui, il n'en est rien. Alors, la stèle a été construite, il y a à peine 1 année ou 2 ans que la mairie l'a réhabilitée. C'était dans un état totalement délabré. Et le 24 juillet 2018, on vous a vu avec le président du FASO à l'inauguration de la stèle des victimes du crash d'Air Alger. Ce qui choque une certaine opinion, c'est qu'on a le sentiment que le fait que ceux qui meurent par la route sont des sous-citoyens, alors que si on part du postulat qu'une vie est une vie, ça ne devait pas être le cas. On ne sent pas des actions, que ce soit du ministère ou des autorités, à l'endroit de la stèle qui est censée représenter la mémoire de toutes les victimes des accidents de la route. Comment on peut expliquer cet état de fait, monsieur le ministre? 30 secondes, monsieur le ministre. Une stèle, c'est un symbole pour nous rappeler. Ce que nous avons fait à Bobo, au niveau de la décentralisation, le maire devait pouvoir aussi jouer sa partition. C'est ce qui n'est pas toujours. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Il était difficile pour l'État, à travers le ministère, de se déplacer pour entretenir une stèle à Boromo. Mais je pense que vous avez lancé ici un point sur lequel nous allons reprendre langue avec la mairie de Boromo. Pour Ouagadougou, vous savez, donc, les stèles, ce n'est pas la grandeur qui compte, c'est le symbole qui compte. Ce que nous avons fait à Ouagadougou, c'est parce que c'est une ville et que c'est parce que tout simplement, ça participe aussi au décor de la ville, ça participe au mobilier urbain. C'est pour ça que nous avons choisi de faire ça à cette dimension-là. Mais encore une fois, le maire de Ouagadougou participe et contribue à gérer et à entretenir dans ces stèles-là. Parce que le gouvernement ne peut pas s'occuper de l'entretien des stèles. D'accord. Merci à vous, monsieur Léopold Kaboré, qui va revenir tout à l'heure. Monsieur Mamadou Paré, veuillez vous installer là. Monsieur Mamadou Paré nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Nous vous écoutons. Veuillez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. D'accord. Oui, je m'éloigne. Je m'éloigne. Je vais éteindre le poste. Oui, éteignez complètement. Oui. J'écoute, je peux parler. Oui, vous. Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis Mamadou Paré et je vous pose la question depuis Ouagadougou en Tanguay. Au Burkina Faso, nous constatons que sur les routes nationales, il y a des péages. Ces routes nationales ont été construites depuis les indépendances. Elles font partie du patrimoine national et nous pensons que la population doit pouvoir circuler sur ces routes librement sans payer. Et les péages augmentent le coût de transport parce que les transporteurs répercutent cela sur les tickets. Et aussi, lorsqu'ils traversent, après 30 minutes, lorsque le véhicule revient, il doit encore payer. Alors, nous pensons que les routes nationales ne doivent pas faire l'objet de péage. Maintenant, si le gouvernement construit des autoroutes, nous savons que ça a été fait avec des entreprises privées, on peut, dans ce cas, instaurer des péages pour amortir le coût. Bon, ça c'est la première question. L'autoroute
Ouaga-Abidjan va-t-elle englober la route nationale ou sera-t-elle carrément différente? Parce que cela nous ramène au problème du péage. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Paré. Monsieur le ministre, les deux questions. Je voudrais d'abord remercier donc M. Paré pour la pertinence de sa question. Parce qu'effectivement, ce qu'on voit en Europe, c'est que vraiment c'est l'autoroute qui est payante. Hein. Mais dans notre pays, il faut qu'il considère que les routes nationales, là, c'est celles qui vont devenir les autoroutes de demain. Et que donc nous avions fait l'effort avec les bailleurs de fonds pour les construire. Il faut que dans un élan de patrimoine national, nous puissions participer chacun à divers niveaux à l'entretien de ces routes-là. C'est pour ça que nous avions, en attendant les autoroutes, installé dans les péages sur l'ensemble des routes nationales qui sont numérotées et donc qui pour nous, fonctionnent un peu comme, en tout cas, nos autoroutes en attendant. Ce que je veux dire, c'est que là où on ne peut pas installer des péages, c'est par exemple au niveau des routes secondaires et des routes tertiaires. Ça, on sait que les va-et-vient sont très élevés et c'est tous les jours le taux de mobilité. On ne peut pas demander aux voies tertiaires qui amènent les gens au niveau des services et au niveau donc de leur domicile de payer, de faire des péages. Ça, c'est pas payant. Mais pour les routes nationales, ce sont les routes de voyage. Et nous pensons qu'à ce niveau-là, la solidarité de chacun de nous doit pouvoir contribuer donc à l'entretien de ces routes. Pour notre route donc Ouaga-Abidjan, je voulais lui dire que les deux options ont été envisagées. Et je pense que l'option qui a été retenue, c'est que la route actuelle doit pouvoir rester. Et donc l'autoroute doit pouvoir prendre un autre profil pour nous permettre de pouvoir gagner sur deux routes. Voilà. Donc je pense que c'est évident parce qu'on a intérêt à faire l'autoroute qui est distincte de la route actuelle, pour pouvoir vraiment jouer sur un patrimoine de plus en plus grand. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce serait des choix, et donc pour aller plus vite que l'autre, mais on n'aura pas entretenu donc nécessairement les deux voies. Merci à vous, monsieur le ministre, pour ces réponses assez succinctes qui nous permettent de prendre monsieur Lamoussa Ilboudo qui nous appelle aussi de Ouagadougou. Bonsoir. La première question, c'est de savoir est-ce que le ministère dont M. Dablougou le présente va réellement, j'ai écouté ce qu'il a dit tout à l'heure, entre les paroles et les actes, souvent, il y a un fossé. Va réellement travailler à ce que les bus soient accessibles et, ça veut dire, bien entretenus. Parce que je sais que quand Luc, qu'on appelle, Kabativé était là, il a promis 200 bus qu'on n'a jamais vus. Maintenant, vous aussi, vous venez faire des promesses de bus. Bon, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas des paroles juste pour amuser la galerie? Ça serait effectivement, il faut donner quelque chose de très précis. Parce que les promesses comme ça, c'est de se passer la fin, mais on n'a jamais rien vu. Ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'il est possible d'agrandir les voies, qu'on appelle les chaussées, comme vous l'appelez, pour que les motos qui sont plus nombreux puissent avoir plus d'accessibilité? Parce qu'on a l'impression que c'est les véhicules qui occupent les voies. Par contre, que les motos se retrouvent dans des voies très étroites. Et ça crée beaucoup d'accidents. Est-ce qu'il est possible de le faire pour que les deux voies-là puissent être équitables pour les deux roues comme pour les quatre roues? Merci et bonne soirée. Et monsieur Lamoussa Ilboudo. Bon, je voudrais dire à M. Lamoussa Ilboudo, bon, vraiment, les 200 bus de Paul Kabativé, ce sont les mêmes 200 bus que je parle. Mais c'est un processus. Parce que si on avait cet argent-là dans notre budget national, on le fait. Mais vous savez que dans le cadre du PNDS, que nous travaillons avec les acteurs, notamment RATP et le groupe Scania, qui est donc un autre groupe, qui va nous permettre de pouvoir engager ce processus-là. Mais c'est d'abord faire une étude au niveau technique. Nous avons réalisé cette étude. Nous avons fait une étude environnementale pour voir comment la pollution et comment on introduit, par exemple, le biocarburant pour pouvoir alléger les charges. Nous avons fait une étude du prix pour pouvoir tenir compte donc du coût. Nous avons fait une étude aussi pour aller de l'avant dans la durabilité pour pouvoir insérer le BRT, donc le réseau rapide. C'est l'ensemble de cela c'est ça qui a pris du temps.
Mais sinon, nous avons cadré ces 16 lignes, et sur 16 lignes-là, nous devons avoir 200 bus qui doivent circuler. Et donc, normalement... Et c'est quand est-ce exactement on aura les 200 bus? C'est ça sa question? Ah oui, c'est sa question. C'est que la Banque mondiale va nous répondre très prochainement. Et donc, dès que nous allons répondre à la Banque mondiale, nous allons introduire le dossier en Conseil des ministres. Et dès qu'on introduit le dossier en Conseil des ministres, d'ailleurs, la semaine prochaine, nos partenaires doivent être là, parce que nous nous préparons. Moi-même, je suis allé en Europe pour voir comment le processus est en train de s'engager avec les fournisseurs de bus, avec aussi l'ingénierie donc au niveau de RATP Paris, pour voir comment ils sont en train de se préparer, pour pouvoir prendre en compte en tout cas notre sociologie, notre habitude et la façon dont nous comportons quand nous faisons le transport urbain. Je veux rassurer que sur ce point-là, c'est un engagement que nous sommes en train de prendre et je pense que nous n'avons pas de choix. Si on veut un système de déplacement et des villes qui produisent des richesses, il faut que nous puissions mettre en place un système de transport en commun. Nous ne pouvons pas continuer à circuler avec des deux roues parce que nous devenons de plus en plus nombreux et le coût est cher du point de vue humain, du point de vue des accidents. Donc, on n'a pas de choix, nous devons aller vers cette direction-là. Et je pense que le président du Faso a bien fait d'inscrire ça dans son programme d'action, dans son programme au niveau du PNDS. Pour l'agrandissement des voies, je vais dire que nous devons nous réjouir. Parce que la plupart des gens qui viennent à Ouagadougou et dans les autres villes, ils se rendent compte que nous avons des plans d'urbanisme qui nous permettent non seulement de réaliser les voies, mais aussi de pouvoir les agrandir dans le temps. Du point de vue du cadastre et du point de vue donc de notre capacité... Dans nos voies de Ouagadougou ici? Oui. Oui, c'est-à-dire que nous avons des emprises très larges, même si nous n'arrivons pas à l'aménager entièrement aujourd'hui. Parce qu'il faut le faire déjà pour que demain, on ne soit pas obligé d'acheter des bâtiments, enfin des parcelles, pour construire des routes. Ailleurs, j'ai vu dans certaines villes, comme je ne peux pas citer des villes, mais je sais que dans certaines capitales voisines, vous ne pouvez même plus agrandir la voie, parce que tout simplement, le plan d'urbanisme n'a pas été suffisamment mis dans une projection d'avenir. Nous n'avons pas été suffisamment prévoyants pour pouvoir prévoir les emprises de voies telles que, même si on n'a pas l'argent tout de suite, de pouvoir les aménager, qu'au fil du temps, lorsque nous allons disposer de plus en plus de moyens, que nous puissions les aménager de manière adéquate. Donc c'est un processus, et si nous avions de plus en plus de moyens pour pouvoir injecter dans le développement urbain, notamment au niveau mobilité urbaine, en faisant en sorte que les routes au niveau primaire, secondaire, tertiaire, dans une ville, soit bitumée, je suis persuadé que nous avons les emprises suffisantes. Et je pense que ce qui est en train de se faire, parce que vous voyez que le ministre des Infrastructures a encore lancé une troisième phase pour Ouagadougou en matière de réhabilitation de voies urbaines. Il en a fait déjà à Boubou et il en a fait à Koudougou. Je suis allé moi-même à Koudougou, j'ai vu que les citoyens, en tout cas les populations de Koudougou, sont très très reconnaissantes vis-à-vis de l'action gouvernementale. Et je pense que c'est dans ce sens-là que nous devons aller. Et le programme du président nous permet de pouvoir traiter, de mon point de vue, en tout cas progressivement, les voiries urbaines pour nous permettre de pouvoir améliorer la mobilité dans nos villes d'une manière générale. Nous allons découvrir une question sur la plateforme, comme je vous l'avais annoncé. On va découvrir ça ensemble. Monsieur le ministre, c'est une question de monsieur Albach. Il nous écrit des Hauts-Bassins. Monsieur le ministre, donc, aujourd'hui encore, la mobilité dans ou en dehors du pays rime avec les raquettes et autres tracasseries. Votre prédécesseur avait demandé une vidéo de ces raquettes. Malgré le reportage d'une radio sur le phénomène, ça continue. Qu'est-ce que vous prévoyez pour mettre fin à la pratique? Oui, c'est vrai. C'est une question très épineuse parce que dans notre dialogue... On a entendu aborder cette question à l'occasion d'un rapport au sein de l'UOMOA. Ah oui, bien sûr. C'est une question, nous sommes interpellés. Nous étions un des meilleurs pays en matière, donc un meilleur pays de transit, parce que nous sommes un pays de transit. Il y a des gens qui passent par notre territoire pour aller dans leur pays, qui transportent leurs marchandises, notamment le Mali, le Niger. Et donc nous étions vraiment reconnus comme étant un pays où, en tout cas, il y a une certaine facilité du transport et une facilité donc à travers notre pays. Mais nous sommes tombés de ce point de vue dans le domaine de la tracasserie au niveau des agents de la police de manière principale. Et nous avions, au moment où je viens ici, le ministre de la Sécurité, sous la pression des transporteurs, m'a écrit pour dire que nous devons faire une rencontre de 2 jours pour pouvoir vraiment traiter de cette question de manière totale, mais en tout cas l'aborder de manière sérieuse. Parce que c'est une question d'abord de comportement.
d'abord, pas je dis du comportement, d'abord des agents transporteurs, parce qu'il y a aussi qui doivent se comporter très bien, il y a une certaine forme de comportement qu'on leur demande, et aussi c'est un comportement au niveau donc des agents de sécurité. Je pense que nous sommes en train de travailler l'un dans l'autre, parce que c'est un domaine que nous devons en tout cas reprendre pour pouvoir mieux nous classer dans ce domaine-là aussi. Voilà. D'accord. Une autre question sur la plateforme peut-être. Oui, M. Sankara Youssouf Abobo, dans le Haut-Bassin, avec l'application du règlement 14 de l'UOMOA, censé diminuer la surcharge avec la charge à l'essieu, pourquoi autoriser à modifier les camions pour faire 5,6 essieux, la semi-remorque, et 3,4 essieux, le tracteur, pour contourner le règlement au vu au-dessus de tous, pour toujours prendre 80 et 100 tonnes? D'abord, la modification des essieux est interdite. Même si vous modifiez et que vous avez 80 ou 100 tonnes, si vous arrivez au niveau donc, du pont de pesage bascule, normalement vous pouvez passer. Ce que je sais, c'est que l'année dernière, nous étions à une tolérance de 20%. Et cette année, à partir de janvier, nous sommes à une tolérance de 15%. Ça veut dire qu'on peut charger le camion et on accepte qu'on puisse charger beaucoup plus, 15%. L'année dernière, c'est beaucoup plus, 20%. Donc, je pense que sur cette question-là, c'est évident qu'on ne peut pas modifier, et c'est interdit. Et donc, moi, mon ministère, en tout cas, l'interdit, et que la police est chargée aussi de veiller à cela. Mais même si vous arrivez à le modifier parce que c'est votre camion, si vous arrivez, normalement, quand on pèse, vous ne pouvez pas passer, parce que la tolérance est soit de 15%, cette année c'est 15%, et l'année dernière c'était 20%. Donc, je suis curieux de voir donc, cette question-là, mais je vais la noter pour voir comment, au niveau donc, de l'ONASER, et aussi au niveau de l'ensemble de nos postes, comment cette question-là est traitée. Mais je pense que normalement, toute modification, en tout cas, est interdite, et que la tolérance de 15%, c'est la seule chose que nous tolérons au niveau donc, de nos corridors. Alors, nous allons réinviter M. Léopold Kabouré à s'installer. Et cette fois, nous allons passer au deuxième point de cette émission, le développement du transport communautaire, aérien et ferroviaire. Monsieur Kabouré, vous avez encore 10 minutes pour échanger avec le ministre. Ok, merci bien, Monsieur Simon Congo. Alors, Monsieur le ministre, on va commencer par aborder la question du chemin de fer. Et dans le programme présidentiel, il est prévu que l'ensemble des infrastructures ferroviaires qui doivent être construites doivent s'intégrer dans la boucle ferroviaire Africa Rail. Et bon, ce que l'on se demande aujourd'hui, c'est est-ce pour cela que l'on a pratiquement cédé la gestion des rails à Bolloré pratiquement gratuitement? Non, je ne suis pas tellement d'accord avec ce que vous dites. On n'a pas cédé quelque chose à Bolloré gratuitement. Voyez-vous, sur ce dossier-là, il faut que je restitue un peu le contexte. En 1992, par un appel d'offres, Bolloré a eu la concession pour exploiter donc le rail entre Abidjan et Ouagadougou. C'est par appel d'offres. Mais dans le contrat de cet appel d'offres, on n'a pas précisé la façon dont Bolloré va payer les deux États. C'est-à-dire que, normalement, on doit pouvoir dire que votre chiffre d'affaires, si vous exploitez, parce que vous allez transporter des marchandises, on pense qu'annuellement, vous allez avoir tel tonne de marchandises. Voilà votre chiffre d'affaires. Et on doit indexer votre chiffre d'affaires pour dire, vous allez payer, si vous exploitez ces rails-là, un pourcentage de 1 ou 2% ou 5%. Ça n'a pas été fait. Mais mieux, dans ce contrat, on n'a pas dit aussi, on n'a pas permis de faire par exemple des audits pour savoir, pour cerner le chiffre d'affaires. On n'a pas dit aussi que Bolloré doit nous transmettre systématiquement des données tous les 3 ans, ou tous les 3 mois. Donc ce contrat-là n'était pas très bon. Et en plus, ce qui est dangereux, c'est qu'on a dit dans ce contrat que ce sont les deux États qui vont s'occuper de la réhabilitation du chemin de fer, donc les travaux périodiques. Donc aujourd'hui, le chemin de fer est dans un état pitoyable. Le chemin de fer, le train n'est qu'à 40, peut-être 45 km/h. Notre pays est un pays enclavé. Nous avons besoin de ce chemin de fer pour transporter nos marchandises, notamment tout ce qui est produit de grande consommation. Alors les deux États, dans le cadre donc de l'accord d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ont décidé de contraindre Bolloré à réhabiliter le chemin de fer en investissant. Ça veut dire que c'est lui qui maintenant qui va investir pour nous permettre de pouvoir avoir une vitesse plus grande et pour nous permettre aussi de pouvoir maintenant indexer
clairement dans le futur contrat, la convention, combien il va nous payer. Pour nous permettre aussi de dire que si l'espace là, nous allons avoir maintenant des droits d'usage qu'il va nous payer, parce qu'il exploite le chemin de fer. Et qu'il va aussi nous donner périodiquement les données pour nous permettre de le surveiller, pour pouvoir savoir quelle quantité de marchandises. Voilà donc le processus. Donc on n'a pas cédé gratuitement, on a seulement demandé à Bolloré, puisque ton contrat court jusqu'en 2030, et que le train va s'arrêter, et que nous les États, nous sommes fatigués d'avoir emprunté à l'AFD, d'avoir emprunté à la banque pour réhabiliter, pour que toi tu exploites, et que ce contrat qu'on avait signé avec vous n'était pas très bien, nous allons vous contraindre, si vous voulez continuer à exploiter donc ce rail-là, à faire un investissement, et il doit normalement investir 262 milliards dans une première phase, et dans ces 262 milliards, nous avons 134 milliards sur notre territoire national. Donc voilà donc la réalité donc de cette convention-là, qui nous permet de pouvoir faire en sorte que le train ne s'arrête pas, et de pouvoir approuver notre pays avec une vitesse supérieure, et de pouvoir rénover les gares. Parce que vous savez que la vie, le long de ce chemin de fer-là, a pratiquement cessé la vie. Notamment, vous voyez les gares routières, quand je pars à Koutou, quand je pars à Sibi, on voit qu'il n'y a pas de vie. Et c'est tout cela que nous voulons réhabiliter pour nous permettre d'avoir, donc, le long de notre chemin de fer, en tout cas une vie économique qui puisse permettre de pouvoir créer l'emploi partout. Voilà donc la réalité de ce chemin de fer. Monsieur le ministre, vous l'avez bien noté que depuis 1992, Bolloré a acquis la gestion du chemin de fer. Et de 1992 jusqu'en 2018, pendant qu'on encore re-signait les contrats, on n'a pas connu pratiquement une amélioration dans la gestion, dans la question de construction du chemin de fer. Qu'est-ce qui bloque à ce niveau? Vous l'avez souligné également que nous sommes un pays enclavé, on a forcément besoin du train pour un certain type de transport. Qu'est-ce qui fait que l'État n'est pas à mesure de nos jours de prendre en charge vraiment cette question qui peut participer véritablement à l'essor de l'économie nationale? Quand on dit l'État, il faut parler de deux États. Parce que si on avait notre territoire où on avait créé un couloir, où nous sommes propriétaires de notre rail jusqu'au bord de la mer, ça c'est notre rail. Mais là, nous avons une partie jusqu'à la frontière ivoirienne qui nous appartient, et l'autre partie pour atteindre les rails et pour atteindre le port, ça appartient à la partie ivoirienne. C'est deux États qui exportent le rail. Et je vous dis que ce contrat a été mal négocié, c'est pour ça qu'on doit le recommencer. Pour nous permettre de pouvoir dire que ce n'est plus les États qui vont se charger de l'entretien. Parce que jusque-là, vous savez que la SOPAFERB, les sociétés de gestion du patrimoine en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, c'est eux qui entretiennent. Et entre-temps, c'est les États qui prennent des crédits pour leur donner, pour que Bolloré puisse entretenir, Citaré puisse entretenir. C'est tout cela que nous voulions effacer pour dire que désormais, ce serait lui maintenant son argent qui va entretenir les rails. Et ça va être consigné dans le futur contrat que nous sommes en train de préparer pour lui. Ok, parlons maintenant du transport aérien. Alors, dans votre programme également, il ressort qu'il était prévu la création d'une ligne qui va desservir les villes nationales. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire une situation? Il faut dire que sur ce côté, le programme présidentiel est très clair. Mais nous sommes arrivés au moment où le groupe, notamment avec Air Burkina, donc le groupe qui gérait Agakad, qui était donc le partenaire de Air Burkina, s'est retiré et a remis Air Burkina dans les mains de l'État sans avion. Parce que nous avions 2 avions en leasing et c'est des embrayeurs qui n'étaient pas du tout exploités, qui étaient pratiquement en fin de leasing. Donc ce que nous avons fait au niveau du gouvernement, c'est d'abord de pouvoir faire une étude qui va nous permettre de pouvoir avoir une vision prospective sur le transport avec Air Burkina. Pour permettre à Air Burkina de pouvoir continuer à rayonner et de pouvoir garder son leadership sur l'ensemble de la sous-région. Parce que c'est la plus vieille compagnie, 50 ans. C'est la plus vieille compagnie de la sous-région. Ce n'était pas normal. C'est notre patrimoine, c'est un peu notre fierté, c'est notre souveraineté, c'est notre porte-drapeau. Donc il n'était pas question pour l'État, pour le gouvernement, de laisser tomber Air Burkina. C'est pour ça que nous avions fait un plan de relance de Air Burkina à partir d'une étude faite par un cabinet vraiment de renommée, c'est McKinsey, et c'est un cabinet qui est très sérieux, qui nous a donc produit un processus qui va permettre à Air Burkina de rayonner dans la sous-région et en 2020 qui va permettre à Air Burkina de pouvoir aller en Europe. Donc ces deux phases sont très claires, mais aussi quel genre de flotte, quel type de flotte, quel type d'avion il faut avoir. Dans cette phase-là, on nous a dit que ce sont, comme Air Burkina avait 2 embrayeurs, donc des ERJ, donc il faut que nous puissions trouver encore 2 autres embrayeurs
pour permettre de pouvoir rayonner dans la sous-région. Et par la suite, après 2020, il y a un autre type d'avion que nous devons avoir pour pouvoir vraiment rayonner en Europe. Donc c'est un plan stratégique suffisamment ambitieux pour Air Burkina, mais que le gouvernement est en train de mettre en œuvre. Et très prochainement, un conseil d'administration sera formé parce que les acteurs sont en train de se préparer. Au niveau de l'État, nous avons déjà désigné. Et donc, à partir de ce moment, Air Burkina doit pouvoir avoir une autonomie de gestion et avec le regard donc, de l'État pour nous permettre de pouvoir rentrer dans une croissance durable avec la fierté du Burkina Faso. Ok, monsieur le ministre, en 50 ans, Air Burkina appartient toujours à l'État burkinabé. C'est la dernière question. La dernière question. Oui. Ok, donc... oui, allez-y. Allez-y. Bon, j'avais une question donc je voudrais laisser cette question pour... En tout cas, vous avez une dernière question à poser. D'accord, donc, monsieur le ministre, pour la dernière question, c'est sur la question... Tout récemment, on a vu un groupe privé qui, après une rencontre avec le Premier ministre et vous-même, a annoncé qu'ils veulent gérer l'aéroport de Dansé, qui n'a même pas encore fini d'être construit. Et ça a soulevé une certaine indignation, une incompréhension auprès de l'opinion. Qu'est-ce que c'est au juste, monsieur le ministre? Rassurez-vous, on n'a pas encore donné l'aéroport à un groupe. Nous sommes dans un processus. Parce qu'il y a deux phases. Parce que dans un aéroport, il y a d'abord les infrastructures techniques. C'est-à-dire, c'est la piste, c'est la tour de contrôle, c'est les voies d'accès. Ça, de manière souveraine, l'État, avec ses partenaires, ont dit nous allons construire nous-mêmes la partie souveraine de l'aéroport. Maintenant, dans un aéroport, dès que ça se construit, c'est un aéroport. L'aérogare ne permet qu'aux passagers de venir dans des salles climatisées, de s'asseoir, de se faire fouiller et de pouvoir embarquer. C'est ce qu'on appelle l'aérogare. Et quand c'est en ville, quand c'est interne, on dit c'est l'aérogare. Quand c'est dans les villes secondaires, on dit c'est un aérodrome. Mais cette partie-là, dès lors qu'on a construit donc l'ensemble des infrastructures techniques, nous avons fait le choix de dire que nous allons choisir un partenaire qui est spécialiste du domaine. Parce que là-bas, c'est des questions de billetterie, c'est des questions d'ingénierie, de transport aérien. Et ce monsieur qu'on va choisir, ce partenaire qu'on va choisir, va créer une société d'économie mixte avec des Burkinabés à l'intérieur et gérer l'aéroport pendant un bon bout de temps avant de le rendre à l'État. Alors, dans le processus, on a lancé un appel d'offres. Il y a un monsieur, je ne vais pas citer son nom, un partenaire et qui a désisté au moment et qui nous a même beaucoup retardé. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre processus avec une phase et le partenaire en question va nous faire une proposition de ce qu'on appelle l'aérogare, son coût et aussi nous dire dans combien de temps il va le faire. Et en ce moment, le gouvernement est libre de regarder pour voir si ce modèle qu'il nous propose, si l'architecture de l'aérogare qu'il nous propose, si la grandeur donc, de cet aéroport, si son look architectural nous convient et traduit notre dimension, c'est-à-dire notre vision et aussi notre fierté, parce que vous savez, il y a des aéroports dans la sous-région, nous aussi on veut ressembler aux autres. Si c'est vraiment bien, en ce moment le gouvernement va acter et dire que nous sommes d'accord. Donc c'est un processus et je pense que sur ce processus-là, il faut déjà être sur deux tableaux, terminer les infrastructures techniques qui ne sont pas encore achevées à cause de la crise, à cause du nombre de bailleurs de fonds que nous avons aussi. Nous avons eu beaucoup de bailleurs de fonds et nous avons eu beaucoup de problèmes de coordination. Nous voulons finir cela, mais nous voulons lancer le tableau aussi pour que le monsieur qui va construire l'aérogare et le gérer, que nous puissions le connaître aussi en ce moment-là. Merci à M. Léopold Kabore d'être venu échanger avec vous, M. le ministre. Nous allons découvrir une question sur la plateforme. Nous allons découvrir ensemble. Simon Daniel Thiolé qui nous écrit du centre: pourquoi avoir choisi dans le cadre de la rénovation du tronçon des rails standard alors que la tendance mondiale est l'utilisation des rails conventionnels? Pourquoi avoir signé, ratifié la convention avec le groupe Bolloré alors même que des réserves ont été émises par la commission de l'Assemblée nationale? Bon, pour le modèle standard, nous sommes dans une réhabilitation. C'est-à-dire, c'est comme vous faites votre bâtiment, quand on dit que vous ne construisez pas de manière neuve, nous avons déjà des infrastructures qui sont là. Il faut préciser d'abord que dans le contrat, il n'est pas prévu un modèle standard, mais plutôt métrique. Oui, non, parce que... Non, oui, en fait, il y a une petite confusion. Je vais relever ça, je vais relever ça. Je voulais dire que nous sommes dans une phase de travaux pour rénover. C'est-à-dire c'est une réhabilitation. C'est-à-dire nous ne sommes pas dans des travaux neufs. C'est-à-dire le système métrique que nous avons trouvé, qui est un système ancien, mais qui est toujours valable dans certains pays aussi,
mais que nous avions choisi depuis les indépendances pour faire donc notre... Ce système, nous le conservons. C'est une question normale parce que c'est une réhabilitation. Si on passait à des travaux neufs, nous allons faire le modèle standard, qui est donc le modèle qui est le plus conventionnel aujourd'hui. Parce que c'est une question de trouver les wagons qui vont avec les systèmes. Parce que de plus en plus, à cause du leadership des Américains, eux, ils sont dans le système standard et la plupart de tout le monde est dans le système standard. Mais le système métier que nous avions, nous allons le conserver parce qu'il est question d'une réhabilitation. C'est pour une question de coût, mais une question aussi du fait que, bon, ce n'est pas des travaux neufs. C'est comme votre maison, si vous voulez la réhabiliter, vous n'allez pas casser et tout recommencer. Pour la deuxième question, bon, moi j'ai déjà expliqué que l'Assemblée nationale a donné sa caution donc en ratifiant dans cette convention et que donc l'Assemblée était souveraine. Mais j'ai expliqué qu'il n'était pas question pour nous de laisser le train s'arrêter. Parce qu'il est déjà à 30 à 40 km/h. Le réseau est totalement désuet, c'est-à-dire que tout le temps il faut faire des entretiens. Les ponts sont en train de se casser partout. Donc si on ne fait rien, parce que Bolloré a le comptage jusqu'à 30 ans, jusqu'en 2030 plutôt, jusqu'en 2030. Or, si on ne fait rien, jusqu'en 2030, le train va s'arrêter. Or, dans le même comptage, on a dit que ce n'est pas Bolloré qui doit faire le financement de l'entretien. Ce sont les deux États. Or, les deux États n'ont pas l'argent pour le faire maintenant. Parce que nous avons d'autres priorités à faire dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Ça, c'est les deux États. Donc, c'est pour ça que nous avons transféré les investissements à Bolloré en le contraignant, donc Citaraï, pour qu'il investisse de manière à ce que nous puissions continuer à avoir donc un train entre les deux pays suffisamment performant. Une autre question sur la plateforme, nous allons découvrir ensemble. Encore M. Thiollet, et aussi sur l'aéroport de Doncène, dans la gestion, vient d'être confié pour 30 ans au groupe français Méridien spécialisé dans la gestion des hôtels et non des aéroports. Ce sont des sociétés de gestion de plateformes aéroportuaires qui devaient prendre cette gérance. Pourquoi cet état de fait? Vous savez, le groupe Méridien, il y a des filiales à l'intérieur. Ils ont une partie hôtellerie, ils sont spécialisés, mais ils ont aussi les aérodromes, les aérogares. Mais ce que je dis, c'est qu'on n'a pas encore concédé. Nous sommes dans un processus, ils doivent faire une proposition. Ils ont déjà pris l'ensemble des données avec nos services techniques et ils savent pratiquement notre aéroport, parce que vous savez, notre aéroport a aussi un problème, parce qu'à cause des crises, à cause que l'aéroport a beaucoup vieilli, nous sommes passés de 1 million de passagers par an à presque 600 000 passagers en ce moment par an. Ce n'est pas opérationnel et ce n'est pas encourageant. Donc, malgré cela, ils doivent faire une proposition qui tienne compte du nombre de passagers, parce qu'eux, ils sont rémunérés par rapport aux passagers qui vont passer par notre aéroport. Donc, en fonction de cette proposition, le gouvernement va regarder leur proposition et va voir si leur proposition est suffisamment crédible et si elle traduit suffisamment notre ambition nationale. Et c'est en ce moment-là que le contrat sera acté. Donc nous sommes dans un processus, mais c'est normal que les gens connaissent que bon, nous sommes allés et qu'ils sont venus par-ci, par-là pour regarder. Mais c'est comme ça. Si vous voulez que quelqu'un vous fasse une proposition, il faut bien que la personne vienne et que vous regarde et qu'il puisse prendre vos données et faire une proposition. Mais c'est un processus, rien n'est encore signé. Sauf que là, nous sommes dans une négociation exclusive. Exclusive, ça veut dire? C'est-à-dire que c'est avec le groupe, on a peut-être passé le cadre de l'appel d'offres, on a choisi quelqu'un avec qui il faut négocier directement. Comme j'ai dit, nous avons lancé un appel d'offres en règle et nous avons pris 2 ans pour cela, pour pouvoir vraiment faire le choix. C'est pour dire que ce groupe est presque retenu, si par exemple la proposition vous convient. Si la proposition convient, mais l'idée ce n'est pas de ne pas retenir, l'idée c'est de retenir quelqu'un justement. Il faut trouver la personne qui a l'argent, parce que nous, on n'aura pas de l'argent à mettre dedans. Mais l'aérogare qu'il doit nous construire doit être un bâtiment, une infrastructure qui traduit notre ambition nationale. Vous savez, les Burkinabés, nous sommes fiers de la façon de construire notre pays. Il ne peut pas nous faire, par exemple, une boîte d'allumettes et dire et puis on va accepter. Il va falloir qu'on regarde. Et je pense que le gouvernement va être suffisamment regardant sur cette question-là. Donc je peux vous rassurer que c'est une proposition que le partenaire doit nous faire. Et à partir de cette proposition-là, le gouvernement aura la liberté de faire son choix. Alors, il y a M. Tougouma qui nous appelle au téléphone. Nous allons l'écouter. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Simon Gongo. Bonsoir, M. le ministre. Ouais, ma question concerne la location des véhicules de l'État, en général, et les cas en particulier. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des textes qui en autorisent
Si oui, est-ce qu'il n'y a pas lieu de travailler à normaliser les tarifs pour éviter que les services en fassent un fonds de commerce ou bien contribuer à rendre encore plus précaire la situation des transporteurs en commun ou des locataires des véhicules. Merci. C'est tout, moi. Je pense que ça c'est une question, je prends ça comme étant une préoccupation. Je ne suis pas sûr qu'on a pu harmoniser donc les tarifs. Je vais prendre langue avec le ministère des Finances. Ce que je sais, c'est qu'au niveau des départements ministériels... Il faut préciser que ça n'a pas de rapport forcément avec votre département. Oui, ça n'a pas de rapport avec mon département, mais ce que je sais, c'est que quand un bus n'est pas... Il faut rentabiliser aussi les équipements que nous avions, parce que ce n'est pas tout le temps que dans un département ministériel, on a besoin d'un bus. C'est pour ça que la liberté a été donnée pour qu'on puisse aussi louer. Normalement, on loue à des associations. Ce n'est pas pour faire le transport en commun, sinon ce ne serait pas normal, ce ne serait pas compétitif. Et ce ne serait même pas du point de vue réglementaire accepté. On va évaluer comme étant entendu que ce n'est pas une question qui a un rapport direct avec votre département. Nous allons découvrir une question sur la plateforme. Alors, Monsieur Aristide Ouedraogo, du centre, les aéronefs de l'avionneur brésilien Embraer que vous êtes allé réceptionner à Varsovie afin de renforcer la flotte d'Air Burkina sont-ils flambant neufs? En général, c'est le constructeur qui livre les appareils à lui commander ou c'est l'acheteur qui va en prendre livraison chez le constructeur? Bon, il faut dire que ce que je veux dire pour une compagnie comme Air Burkina qui était presque tombée et qui est en train de naître, c'est difficile de pouvoir acheter des avions neufs. Je connais la fierté des Burkinabés pour ce genre de questions-là. Mais quand vous prenez même Air France, 2 tiers ou 1 tiers en tout cas de leur flotte-là, ce n'est pas des avions qu'ils ont en possession, c'est des locations. La plupart des compagnies font maintenant des leasing parce que c'est la meilleure façon de pouvoir faire le rapport coût-exploitation et prix de vente de vos billets. Donc en réalité, ce que nous avons fait, c'est que le gouvernement, dans la mesure où nous étions dans un processus pour lancer et qu'on n'avait pas aussi engagé tout le partenariat nécessaire et choisi le modèle de création donc de Air Burkina, quel genre de société, nous avons dit qu'il va falloir en tout cas faire en sorte que les vols puissent se poursuivre pour ne pas perdre la clientèle en attendant. Donc c'est ce qui nous a amené à pouvoir louer 2 avions donc ERJ, donc c'est des Embraer 195 et 175, c'est des leasing, c'est des locations. Et ça nous permet de pouvoir conserver la clientèle en attendant que nous puissions formaliser donc la forme la plus judicieuse pour permettre à Air Burkina de pouvoir prendre son envol. Donc en réalité, nous n'avons pas eu affaire à un constructeur brésilien, nous avons eu affaire à quelqu'un qui a un parc d'avions aussi brésilien que Airbus, que Boeing. Maintenant, nous avons fait le choix parce que notre consultant nous a demandé de continuer avec les Embraer parce que déjà nous avons des pilotes qui sont formés comme dans les Embraer. Et nous avons aussi au niveau donc, de l'atelier de Air Burkina, l'ensemble du processus de maintenance, là, les gens maîtrisent beaucoup l'Embraer. Et donc l'Embraer permet de pouvoir garder dans un premier temps notre potentiel au niveau sous-régional et ne pas le perdre. Parce que nous avons la concurrence de Air Ivoire, nous avons la concurrence aussi d'autres compagnies. Et il était question de tout faire pour que notre clientèle soit préservée. Alors nous allons prendre Mme Traoré qui nous appelle de Ouagadougou. Bonsoir Mme Traoré. Oui, bonsoir M. Simon Gongo. Et bonsoir M. le ministre. Et ma préoccupation s'articule aussi de 2 points. D'abord, par rapport au développement des trafics comme moyen de transport de personnes dans la ville de vos populations. Et qu'est-ce que votre département envisage après le décret de 2010 qui interdisait le transport de personnes par le trafic? Et la deuxième préoccupation, c'est de savoir est-ce que votre département accompagne des chercheurs qui se lancent dans le domaine de la mobilité urbaine pour produire des résultats, tels que les thèses et puis les masters. Voilà, ce sont mes 2 préoccupations. Merci, monsieur le ministre. Le ministre répond à votre première question et on revient à vous. La première question, monsieur le ministre.
Pour la question du tricycle, je sais qu'avec la police, et je voudrais saluer ici l'action de la police à Bobo, parce qu'ils ont, dans un premier temps, fait un travail vraiment rigoureux pour vraiment décourager donc l'ensemble des Bobolais qui se sont adonnés au transport donc par les tricycles. Mais dans le même temps, on n'avait pas une société de transport en commun viable. C'est pour ça que nous sommes allés nous-mêmes pour lancer donc avec 20 bus, avec 4 lignes, non, je crois 5 lignes à Bobo de l'Assaut. Et si vous voyez l'adhésion, parce que le taux de remplissage à Bobo est tel que nous sommes satisfaits de la façon dont Sotraco est en train de se développer à Bobo. Maintenant, on va passer la deuxième phase pour dire aux Bobolais, nous avons maintenant un système de transport en commun. Et que le tricycle ne peut pas, suivant nos lois, ne peut pas remplacer le transport en commun. Et que le tricycle, c'est fait pour le transport de marchandises. Le tricycle ne peut pas circuler la nuit, c'est le jour. Et donc, ça, c'est un processus. Mais vous savez que dans ce domaine-là, c'est d'abord la sensibilisation. Et après la sensibilisation, nous allons passer à la deuxième phase. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Cette fois-ci, maintenant, en ne laissant pas la police seule, mais en faisant en sorte que les élus au niveau régional, les élus au niveau de la commune de Bobo-Dioulasso soient impliqués pour que nous puissions engager et réussir cette lutte-là. Ce n'est pas facile, mais nous devons l'engager. Est-ce que Mme Traoré est toujours là? Oui, là. S'il vous plaît. Oui, je disais que ma deuxième préoccupation, c'est par rapport aux accompagnements que le département ministériel pouvait apporter aux chercheurs. Je sais que la thématique mobilité urbaine, c'est récent au Burkina. Voilà. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement pour des étudiants et même pour des fonctionnaires qui poursuivent les études telles que les thèses, les masters? Est-ce qu'il y a un budget social pour accompagner les étudiants et fonctionnaires qui poursuivent les études? Merci. On va répondre à la question. La mobilité urbaine, vous avez développé tout à l'heure. C'est quand même nouveau. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement pour les étudiants et peut-être certains fonctionnaires qui seraient amenés à emprunter les bus ou bien voilà. Mais si on est amené à avoir 20 bus à Bobo, nous le devons donc au ministère de l'Enseignement supérieur dans le cadre du projet bus pour les étudiants et les élèves. Maintenant, nous nous sommes dit que dans une ville, dédier ça aux élèves uniquement, ce n'est pas une bonne chose. Mais il faut permettre aussi aux citoyens de pouvoir bénéficier. Mais la plupart donc, des trajets que nous faisons à Bobo, il y a d'abord la partie concernant donc, la desserte des universités. Mais sa question, c'est beaucoup plus... voilà. Est-ce que... Je n'ai pas bien saisi la question. Il y a un accompagnement pour les chercheurs, les étudiants et les peut-être fonctionnaires, voilà. Qui veulent entreprendre des recherches dans la mobilité urbaine. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ben, je pense que ça, c'est une question que nous allons... Je prends ça comme étant une préoccupation, mais je pense que c'est une très bonne chose. Parce que dans le domaine de la mobilité, nous avons besoin de recherche, parce que nous avons besoin de comprendre comment les Burkinabés, dans leur façon de se déplacer, comment on peut entreprendre un changement de mentalité pour pouvoir laisser, par exemple, les questions liées à la mobilité individuelle, les motos, pour pouvoir aller vers, par exemple, le transport de masse, le transport en commun. Et ça nécessite de la recherche. Et je pense que je serai, en tout cas, très partant pour encourager donc des étudiants dans ce domaine-là. D'accord. Nous allons découvrir une autre question sur la plateforme ensemble. Monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, en tout cas, Dorine Ouedraogo. Monsieur le ministre, qui fait votre département pour lutter contre la contrefaçon des documents de transport, carte grise, permis de conduire, plaque d'immatriculation? Alors cette question me permet de parler donc du projet de modernisation des types de transport de mon département. C'est un projet qui fait partie des engagements du président du FASO, parce que vous savez que de la contrefaçon, mais aussi le besoin de sécuriser l'ensemble des titres que nous avions, mais aussi d'avoir donc une banque de données très claire qui permet chaque fois qu'on a affaire à un permis, qu'on a affaire à une carte grise, que lorsque l'on puisse le regarder avec le matériel adéquat, que l'on puisse savoir à qui cela appartient, dans quel service d'immatriculation la plaque a été posée et combien le permis a été donc donné. Est-ce que c'est la personne réelle? Est-ce que c'est cette personne-là qui est dans le fichier? Donc c'est pour ça que nous avions engagé le processus. Et vous le savez déjà, le nouveau permis est suffisamment sécurisé. Et dans la sous-région, je pense que nous sommes le seul pays à atteindre ce niveau de sécurisation du permis. Nous allons lancer la deuxième phase, probablement en mai, pour les cartes grises et les immatriculations. Donc vous aurez de nouvelles plaques
suffisamment sécurisés, doublement sécurisés, qui vont nous permettre de pouvoir engager un autre processus pour nous permettre de pouvoir mieux immatriculer, prendre en compte en tout cas la quantité, le nombre élevé donc de véhicules, de motos dans notre pays, mais aussi de pouvoir surtout sécuriser dans l'ensemble des types de transport. C'est un grand projet et que nous sommes en train de mener avec beaucoup de fierté, parce que dans la sous-région, nous sommes le seul pays à atteindre ce décret de sécurisation et des types de transport en termes de carte grise et aussi des permis. Donc je pense que sur cette question-là, je voudrais remercier donc la personne qui a posé cette question parce qu'elle me permet de pouvoir rebondir sur ce point essentiel de notre programme d'activité. Alors nous avons M. Koïta Bertrand qui nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Monsieur le ministre. Allô? Voilà, j'ai un problème que je voulais poser, et c'est par rapport au transport là. Bon, moi-même je suis jeune conducteur, mais ce que j'ai remarqué dans les ports là, je trouve que les surcharges ont pris le dessus de tout, la corruption. C'est-à-dire, un seul camion est capable de transporter tout d'un coup le coût de transport de 3 ou 4 camions en chargeant plus de 180 tonnes. C'est-à-dire, arriver maintenant au niveau des ponts bascules, ils ne peuvent même pas monter sur les bascules. Le camion, sa longueur là dépasse totalement le bascule. Et dès qu'ils montent sur le pont bascule, le numéro là disparaît. Donc, je ne sais pas maintenant par quoi il peut passer pour vraiment suspendre tout ça. Des camions de 18 mètres, 9 mètres, c'est très long avec les modifications des essieux. Ça gâte nos goudrons. Franchement, moi, ça ne va pas droit au fait. Dans les ports, vraiment, ça ne va pas. C'est comme vous le disiez tout à l'heure avec leur affaire de porteurs et consorts. C'est la merde totale. Avec, en plus de ça, le dépotage des fraîches là, c'est ça qui envoie tout ça. C'est que moi, je voulais vraiment, si le conteneur quittait depuis les pays européens, arriver, on prend net et on dépose sur le camion et c'est parti pour la destination. Mais c'est pas du tout ça. Il faut faire le dépotage. Des conteneurs de 20 pieds, 40 pieds, un seul camion qui est modifié de 5, 6 essieux est capable de prendre 4-5 conteneurs. Et du coup, vous qui avez payé vos taxes et consorts, vous êtes là arrêté pour 2 mois ou 3 mois sans avoir prendre quelque chose même pour revenir à Ouaha. C'est vraiment difficile. On a même vécu même le cas chez Jean Décembre. Tu es là stationné, ces papiers-là ne sont que périmés. Alors que tu as payé des taxes, tu t'en fous. Franchement, moi, ça ne va pas. Merci beaucoup. Voilà, monsieur le ministre. Bon, je dois le remercier parce que quand il a parlé, moi-même j'ai des frissons parce que ce n'est pas, c'est vraiment difficile. Mais voyez-vous, il n'y a pas d'autre solution. La solution, c'est la containerisation, c'est-à-dire transporter par les conteneurs. Vous savez, dans tout pays, nous sommes en train de sensibiliser. Et vous prenez, nous avons un programme à la Chambre de commerce pour permettre aux transporteurs de pouvoir avoir des conteneurs dans lesquels ils vont mettre leurs marchandises. Comme ça, on n'a plus de problème. Mais la vraie solution consiste aussi à construire des rails. C'est pour ça qu'après, dans la réhabilitation du chemin de fer avec la Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'entreprendre donc la construction de notre chemin de fer avec le Ghana. Parce que ce n'est pas les rails que nous pouvons transporter en masse. La route ne peut pas être la seule alternative. Le seul mode de transport par la route ne peut pas approvisionner notre pays. C'est ça qui amène les gens à charger et à charger. Donc, vous parlez de pont bascule. Il pose un problème de corruption. Comment ces trains de camions mais c'est la pression. C'est la pression au niveau. Parce que vous savez que le ministre ne peut pas aller là-bas. C'est les chauffeurs et c'est les policiers qui sont là-bas. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand vous parlez de l'UNACER, tous les policiers qui sont, tout le monde veut aller à l'UNACER. Nous sommes en train de mettre la rigueur. Aujourd'hui, c'est la tolérance, je disais, plus 15%. Non, 15%. L'année dernière, c'était 20%. Mais les gens, dans plus 15%, on ne sait pas toujours comment les gens arrivent à passer. Mais pourtant, le pont bascule est là.
Donc c'est une question, c'est la même chose quand vous parlez de tracasserie policière. C'est tout un processus. Mais je vais vous dire qu'avec l'UEMOA, nous sommes en train de vouloir entreprendre une autre façon de faire. Parce que la Côte d'Ivoire a, par exemple, pu privatiser certains points bascules. C'est-à-dire, en ce moment, c'est des privés qui sont là-bas, et ce n'est plus la police. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous aussi nous allons pouvoir. Parce qu'ils ont eu un gain. Non seulement leurs recettes ont augmenté, mais aussi leurs routes sont de plus en plus soulagées. Donc je pense que c'est un processus que nous sommes en train de nous engager aussi, parce qu'évidemment, nous avons des problèmes sur cette question-là. Vous avez parlé de rail entre le Burkina et le Ghana. Quand exactement allez-vous livrer justement ces rails au Burkina? Il faut d'abord se féliciter que les deux États, les deux présidents aient la vision pour s'accorder, pour créer un accord de coopération entre les deux pays et nous s'engager à ce qu'un chemin de fer quitte Ouagadougou pour atteindre donc Accra. Ça c'est d'abord, il faut féliciter la vision des deux présidents. Qui se mettent d'accord aussi qu'ils vont construire les rails là ensemble et qui se mettent d'accord aussi sur le mode de financement. Parce que c'est un mode de financement PPP mais en BOT. Ça veut dire que la personne que nous allons choisir va mettre son argent construit sans que nous mettons quelque chose dans son argent et puis gérer, se rentabiliser pendant un certain nombre d'années. Genre le contrat du groupe Bolloré. Parce que dans ces genres d'équipements, vous n'avez pas d'autre choix si vous n'avez pas l'argent. C'est comme ça que ça se fait à l'international. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase qui est essentielle. Avec peut-être les mêmes facilités. Avec peut-être les mêmes facilités. Qu'est-ce que vous appelez facilité? Quand vous demandez à un monsieur de mettre son argent pour investir dans votre pays, ce que vous pouvez faire, c'est de donner le territoire, c'est-à-dire que la partie du chemin de fer dans lequel il va construire, montrer que vous êtes un État souverain et que vous pouvez transporter dans la paix et dans la sécurité. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Il va construire des gares pour nous permettre de pouvoir rentabiliser, de pouvoir transporter nos marchandises et augmenter notre capacité de production au niveau agricole. Nous entendons aussi sur le transport routier voyageur, parce que nous allons pouvoir faire maintenant le déplacement entre les deux pays. C'est ça qui est dans la structure de l'économie. C'est ça qui va nous permettre de construire une économie robuste. Le type en standard ou en métrique? Ah oui, ça c'est le système standard international. Parce que là, c'est construction neuve, c'est-à-dire que c'est des travaux neufs. Donc, avec les deux pays, nous sommes déjà entendus. Nous sommes en train de finir le tracé du profil en long de ce chemin de fer. L'itinéraire, justement. Voilà, l'itinéraire. Et donc, pour arriver jusqu'à Accra, et donc nous permet de pouvoir maintenant entreprendre. Lorsqu'on va finir l'étude, on va faire un dossier technique et l'ensemble des 12 entreprises qui sont présélectionnées vont mettre chacun leur offre et proposer aux deux États, et les deux États vont de manière souveraine choisir l'offre la plus avantageuse pour eux, étant entendu que c'est la personne qui va mobiliser le financement, et nous on doit pouvoir sécuriser les investissements en mettant donc l'emprise de la voie en ce qui nous concerne dans notre pays, et le Ghana va faire la même chose pour que l'entreprise puisse commencer les travaux, et nous pensons que normalement avant fin 2020, nous devons pouvoir engager les travaux. Alors, nous allons accueillir M. Adama Coulibaly, qu'on appelle ici le vérificateur. Il viendra nous dire, parce que ça fait bientôt 90 minutes que nous parlons, ce qu'il a entendu et ce que le public a retenu de votre prestation ce soir. Bonsoir Adama Coulibaly. Bonsoir Simon, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir, comment ça va? Bien, merci Monsieur le Ministre. Donc au terme de votre prestation de ce soir, le pôle de vérification a pu faire deux observations. Tout d'abord, on sent une maîtrise du domaine. Vous êtes à l'aise avec les différentes questions et préoccupations qui ont été soulevées ce soir. Mais à la lumière des réponses que vous avez eu à apporter, beaucoup de chantiers, de défis, de perspectives, de prospectives, même si les téléspectateurs restent un peu sur leur faim par rapport aux différents résultats obtenus. Donc pour votre prestation de ce soir, Monsieur le Ministre, le pôle de vérification vous attribue la note de 7 sur 10. Donc le public est ici, vous a aussi noté, et la moyenne du public est également de 7 sur 10. Donc c'est que vous faites une note globale de 7 sur 10, Monsieur le Ministre. Votre réaction en disant que 7, c'est la meilleure note, c'est l'une des meilleures notes, on va dire, obtenues sur ce plateau. Merci beaucoup. Moi, je suis venu pour rendre compte de l'action que nous menons avec le président du FASO. Le secteur du transport est suffisamment transversal. Nous avons beaucoup d'acteurs. C'est un ministère aussi qui est, du point de vue institutionnel,
tout nouveau, parce que nous n'avons pas toutes les ressources aussi pour pouvoir agir comme on le veut. Quand on prend la mobilité, nous partageons cela avec beaucoup, notamment avec les maires, qui sont souvent là à décider. Ce n'est pas facile, mais chaque jour, nous essayons donc de pouvoir avancer. Et ce n'est pas facile d'avancer, mais ce que j'ai dit ici, c'est ce que je pense que nous avons pu faire, et nous sommes dans un processus. Espérons que nous allons continuer avec les grands chantiers que j'ai développés tout à l'heure. Aussi, ça sera votre mot de fin? Non, le mot de fin, c'est beaucoup plus pour dire que le transport a besoin d'être soutenu et que on ne peut pas construire une économie forte si on n'a pas un système de transport suffisamment fort. Les acteurs sont nombreux. Nous sommes en train de faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre eux, une certaine transparence de gestion entre eux. Je parle de cela au niveau des acteurs de transport, que ce soit l'OTRAF, que ce soit l'UCRB, pour pouvoir amener, en tout cas les Burkinabés, à comprendre que nous avons intérêt à construire donc un processus viable qui permette à chaque acteur de pouvoir trouver, en tout cas, son intérêt dans le transport, dans la transparence. Donc, au niveau des grands chantiers, comme je l'ai dit, notre véritable chantier au niveau du chemin de fer, c'est de réhabiliter, de faire en sorte que nous ayons 2 ports vraiment qui sont desservis par les rails. Faire en sorte que nous puissions réhabiliter le rail entre Abidjan, Ouagadougou jusqu'à Kaya et pouvoir prolonger jusqu'à Tambao. C'est ça l'idée du projet. Et de faire en sorte que nous puissions aussi engager ce projet dans les années, vers 2020, que nous puissions pouvoir engager véritablement le projet en termes de construction réelle entre Ouagadougou et Accra. Ce sont des grands projets majeurs. En matière de mobilité, nous n'avons pas d'autre choix que le transport en commun de masse. Et j'ai annoncé ici le grand projet de mobilité dans le Grand Ouaga qui va véritablement nous permettre de pouvoir nous rééduquer dans le sens des transports en commun. Parce que le bus sera rapide et il va répondre vraiment aux besoins des Burkinabés qui sont très mobiles. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous aussi, public, d'être venu nous accompagner. Merci à Monsieur Léopold Kaboré, qui est passé ici à 2 reprises échanger avec vous, à toute l'équipe technique, toute l'équipe d'animation. Merci de nous avoir suivis. Le journal, c'est tout à l'heure avec Draman Dadian. Bonne suite de programme sur la RTV.